Le budget de l'État du Cameroun connaît une augmentation de 538 milliards de francs CFA, une addition de près de 8% qui le fait passer de 6 675,5 milliards de francs CFA à 7 212,5 milliards de francs CFA. C'est à la suite de la validation par le Parlement de l'ordonnance du 20 juin 2024 modifiant la loi des finances de l'État du Cameroun pour l'exercice budgétaire 2024. C'est l'un des points majeurs qui ressort de la session de juin à l'Assemblée nationale et au Sénat, une session qui aura accouché de 12 projets de loi, une moisson qui compte en son sein le projet de loi portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Ce dernier aura fait couler encre et salive hors hémicycle. Ces grandes lignes qui ressortent des 1 mois de travaux ouverts le 11 juin dernier au Parlement passent en revue sur la table de Twilight ce soir. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleuri et aguerri, des élus dévoués et engagés vous apporte des clés de compréhension pour véritablement saisir les conclusions des travaux en commission et en séance plénière à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une pause et on se retrouve bien installés. Le professeur Aboya Manasseh Ndong, politologue, est des nôtres ce soir. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir, Madame Esso. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV News. Devrais-je dire toutes mes félicitations au nouveau doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université des Bolova. À juste titre, je peux recevoir de manière très joyeuse ces félicitations. Le chef de l'État m'a donné la confiance d'être le nouveau doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Bolova, dans le sud Cameroun. Autres panélistes notamment à vos côtés, honorable Engelbert Essomba Bengono, député, président du bureau exécutif du réseau des parlementaires de la lutte contre la corruption à l'Assemblée nationale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la CRTV, bonsoir à mes copanélistes. J'adresse à nouveau mes félicitations très sincères au nouveau doyen, professeur Aboya Manasseh Ndong. Je crois que il a tout le mérite de son excellent travail d'enseignant éprouvé, qui a montré sa grande capacité à diffuser la connaissance à ses nombreux étudiants à travers le monde. Félicitations, professeur. Je signale par ailleurs que vous avez été cadre audit, contrôle et inspection au ministère des Finances, notamment à la direction générale du Trésor de la coopération financière et monétaire. Alors sur ce plateau également, honorable Koupit Adamou, député UDC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso, bonsoir à mes illustres copanélistes. Bonsoir aux téléspectateurs. Je découvre sur ce plateau, compte tenu de ce qu'on était véritablement occupé, je n'ai pas suivi la nomination de mon frère et ami, mon Manjara. Donc je profite pour lui adresser toutes mes félicitations et lui souhaiter tout le bonheur, connaissant toutes ses capacités. On sait qu'il va réussir dans cette fonction de chef de l'un des établissements les plus sensibles de chacune des universités au Cameroun. Même si nous avons un autre regard sur la manière de gérer l'université, il pourrait arriver à cette fonction selon notre vision, pas par décret, mais par un PV d'élection, par exemple. Last but not the least, en présentiel sur ce plateau, Alioum Aladi Amadou, sénateur RDPC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous les copanélistes, professeurs, toutes mes félicitations. Bonsoir élargi, étendu, particulièrement à tous les téléspectateurs de la plus belle des régions du Cameroun, l'extrême nord qui me manque déjà parce que j'ai fait plus d'1 mois à Yaoundé.
Merci. Alors, je reste avec vous, monsieur le sénateur, pour vous demander quelle appréciation vous sortez d'un mois de travaux, notamment au Sénat, pour la session parlementaire du mois de juin. Quelle appréciation faites-vous des travaux au finish? Ben, écoutez, cette session a été une session très dense parce qu'au niveau du Sénat, nous avons examiné et adopté 11 projets de loi, pas comme 12 comme à l'Assemblée, 11 projets de loi qui ont quand même, qui sont étendus sur presque tous les secteurs d'activité. Donc sur le plan législatif, je peux dire que nous avons fait un énorme travail. Sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, pendant cette session, nous avons eu 4 plénières consacrées au contrôle de l'action du gouvernement par les questions orales. Donc une dizaine de ministres ont défilé devant les sénateurs pour s'expliquer sur la manière dont ils gèrent, n'est-ce pas, ce qui leur a été confié. Nous avons, comme vous le savez, organisé le débat d'orientation budgétaire qui a retenu toute notre attention, qui nous a rassurés quant à la bonne marche de notre économie. Nous avons eu un forum d'échange avec la Chambre des comptes de la Cour suprême. Ça, c'est très important pour nous, sénateurs, parce qu'on a discuté de la dotation générale de la décentralisation. Vous savez, le processus de décentralisation dans notre pays marche quand même à merveille. Il est vrai qu'il y a quelques retards, mais à la fin, on se rend compte que ce n'est pas mal, ce n'est pas si mal que ça. Et aussi, nous avons eu un séminaire avec la Direction générale des impôts, n'est-ce pas, sur la déclaration des revenus des personnes physiques. Et last but not least, nous avons suivi de très près, n'est-ce pas, la prorogation des mandats des parlementaires de la Chambre basse, parce qu'on était quand même inquiets sur le calendrier touffu des élections en 2025. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Je propose à la réalisation à votre suite, notamment ce plateau qui nous vient de la cellule de communication de chez vous, au Sénat, là-bas notamment, avec ce bilan très exhaustif. Vous parliez de 12 ou alors de 11 séances plénières, 6 conférences des présidents, 11 projets de loi adoptés. 8 réunions des commissions générales, un forum d'échange entre les sénateurs et la Chambre des comptes de la Cour suprême, un atelier d'information animé par la Direction générale des impôts, 4 séances plénières de questions orales aux membres du gouvernement et puis un débat d'orientation budgétaire. Alors, du côté de l'hémicycle, notamment de l'Assemblée nationale, honorable Engebert Bengono, quel a été le bilan? Satisfaisant pour vous? Oui, le bilan est largement satisfaisant. On n'entendait pas moins d'un bilan d'une session ordinaire du mois de juin. Je pourrais ajouter à la suite de monsieur le sénateur le congrès du Parlement, le 4e, pour recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel. Le bilan est d'autant plus satisfaisant que on n'a pas vu le temps passer et tous les députés se sont mis véritablement au travail, aussi bien au sein des commissions que lors des séances plénières. Et nous avons senti, notamment lors des 3 séances plénières consacrées aux questions aux membres du gouvernement, que le souci d'obtenir des clarifications sur un certain nombre de sujets qui intéressent la nation était sérieux. Les ministres, devant passer devant les députés, n'ont pas hésité à donner le maximum d'informations. Au besoin, parfois, on sentait qu'ils vont jusque dans les plus petits détails. Ça devenait parfois un peu long, mais c'était bon que nous soyons au même niveau d'information sur un certain nombre de sujets qui ont fait la une de l'actualité ou qui suscitaient la polémique ces derniers temps au Cameroun. Donc, au final, le seul projet de loi qui ne soit pas allé au Sénat, c'est celui portant prorogation des mandats des députés, parce que, conformément à la Constitution, seule l'Assemblée nationale décide en cette occurrence. Donc, pour moi, c'est une session qui s'achève comme elle a commencé, c'est-à-dire sans interruption,
avec un travail intense, un travail profond, un projet de loi que nous avons adopté et qui a été très attendu, c'est celui fixant le régime des forêts et de la faune. Tout le monde sait que la forêt est un patrimoine essentiel au Cameroun. Et avec ce projet de loi, cette nouvelle loi qui sera mise en place, je crois que la forêt va devenir aussi une opportunité économique à explorer pour le développement et le progrès de notre pays. Donc je crois que le gouvernement a répondu assez largement aux attentes des députés s'agissant des préoccupations, même si on peut déplorer le fait que, une fois de plus, beaucoup de domaines aient été laissés au pouvoir réglementaire, alors qu'on attendait un certain nombre de détails par rapport à la loi qui était abrogée. Nous pouvons également signaler une loi de très grande importance dans le contexte actuel de nos relations avec un certain nombre de grandes puissances, notamment la France, l'Angleterre, l'Allemagne. C'est la loi régissant les activités des archives au Cameroun, qui vient clarifier également ce secteur qui est névralgique pour la connaissance de l'histoire de notre pays et la conservation de sa mémoire. Donc vraiment, c'est une session qui a été pleine, riche, dense, diversifiée dans les nombreuses activités auxquelles les députés se sont livrés. Honorable Koupita Damou, vous faites le même bilan exhaustif, satisfaisant pour vous? Justement, lorsqu'on est sorti de la session du mois de mars, qui avait connu une oisiveté extraordinaire, puisque vous savez qu'on n'a eu aucun travail législatif en dehors du renouvellement des bureaux, nous avons condamné cela et exprimé les attentes que la session de juin, la deuxième de l'année législative, puisse donner l'occasion vraiment de rattraper cela retard. Et l'intensité des travaux parlementaires au cours de cette session nous a permis de comprendre que le message a été compris. Puisqu'au finish, on s'en sort comme le sénateur et l'honorable Soumaël, il y avait 12 tests votés. Ces 12 tests, il y a encore la prédominance des tests de ratification des accords internationaux. On en a eu 8 et 4 lois internes, notamment la loi sur la forêt, la loi sur les archives, la loi rectificative du budget de 2024 et puis la loi sur la prorogation du mandat des députés. Et les 8 autres sont des accords à ratifier. Mais en dehors de ça, l'honorable a cité d'autres activités, le sénateur a parlé de séminaire. Il faut également rappeler que nous avons eu également 3 ateliers organisés par des réseaux parlementaires qui étaient importants. Le premier était sur l'intelligence artificielle, qu'on a fait avec Madame la ministre qui est en charge des postes et télécommunications et le REPATIC. Bon, c'était très important parce que ça a permis aux députés de comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et voir où est-ce que notre pays en est et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on avance de manière positive dans ce domaine sensible et productif. Il y a eu le séminaire sur l'information et la sensibilisation sur la sécurité et l'incendie, voir comment on peut s'organiser pour mieux gérer de manière préventive et réduire le risque des incendies et comment gérer lorsque malgré les prévisions, le risque venait à se réaliser. On vient de vivre par exemple le drame de Sam et ça a permis aux parlementaires avec les experts français qui étaient là, français et nationaux. Je dois dire que parmi les experts français, il y avait les Camerounais de la diaspora. Ils sont venus pour ça. Et donc, c'était très important. À côté de cela, tous les députés, pour la première fois, ont pu vivre la réalité de ce joyau architectural qui est en cours de finition, notamment l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, qui est un immeuble futuriste. Et nous pensons qu'en termes de moisson, la session aura été, on peut dire, un peu satisfaisante. Et même s'il y a des divergences de position sur les tests qui ont été examinés, déjà en termes de
d'intensité et de travail parlementaire, je crois que c'est une session qui aura été véritablement pleine, qui n'a pas laissé des minutes libres aux parlementaires, comme ce fut le cas à la session précédente. Et c'est très important. C'est ainsi que nous voulons que notre Parlement soit. Parce que nous sommes un pays qui, extraordinairement, ne met le député à un véritable travail intensif que pendant 3 mois sur les 12. On a 3 sessions, chacun d'une durée de 30 jours. Et on ne comprendrait pas pourquoi, lorsqu'on est mobilisé pour les 30 jours, on trouve encore des motifs de ne pas être suffisamment occupé. Rassurez-nous tout de même, le reste des autres mois, vous n'êtes pas en congé? Effectivement, les intersessions sont consacrées à d'autres activités parlementaires, notamment le déploiement sur le terrain pour recueillir les doléances de la population et faire dans ce qu'on appelle le parlementarisme de couloir, notamment la diplomatie parlementaire, envers ceux qui ont la solution de trouver les moyens de donner une réponse positive aux doléances de la population. C'est essentiellement à ça qu'on se consacre durant l'intercession. Mais l'intercession aussi, ça permet souvent de se déployer dans le cadre des organismes interparlementaires, de se mouvoir dans ce sens-là. Et à ce niveau que la diplomatie parlementaire se déploie. On ne va pas toujours dire les résultats de ce déploiement, mais je peux vous assurer que ça permet de décanter pas mal de situations. Par exemple, nous étions à Haïti, dans le cadre de l'Union parlementaire africaine, où il était question de trouver le renforcement des mécanismes de lutte contre le terrorisme. Et on a identifié des pays qui devaient, et ainsi de suite. Mais le Cameroun n'était pas sur la liste des pays qui devaient bénéficier de déploiements diplomatiques en termes d'opérations pour combattre le terrorisme, comme si nous n'étions pas un pays victime. Donc, nous qui étions là, représentant le Cameroun, on a fait tous les efforts qu'on pouvait faire pour faire comprendre que le Cameroun est victime d'un double terrorisme. Dans le Grand Nord avec le Boko Haram, et puis dans la partie nord-ouest et sud-ouest du Cameroun avec cette crise du Nozo. Et particulièrement pour cette crise, le Cameroun avait un défi qui n'arrivait pas jusque-là à relever, c'est-à-dire à faire comprendre à ses partenaires de combat, notamment des pays qui abritent des gens qui financent cette activité terroriste au Cameroun, qu'ils puissent soit être rapatriés au Cameroun ou subir la rigueur des lois internes de leur pays d'accueil. Alors, au sortir de ce sommet, on a pris une résolution. Et après ça, on a vu quand même que les États-Unis, par exemple, et les autres pays ont commencé aussi à agir contre ceux de nos compatriotes qui, vivant dans ces pays-là, nourrissaient en fournissant soit de fonds ou de matériel à ceux qui ont pris les armes contre le pays sous le prisme du séparatisme. Bon, c'est important. Donc c'est dit qu'il y a quand même des efforts diplomatiques qui se déploient pendant l'intercession lorsqu'on est à l'extérieur et lorsqu'on est à l'interne, on se déploie vers les circonscriptions qui nous ont élus. Et on travaille à vivre avec les problèmes, à leur dire ce que nous avons fait et apprendre ce qu'ils voudraient que nous fassions et aller agir vers ceux qui ont les solutions pour répondre positivement à leurs doléances. C'est en tout cas dit que vous, parlementaires, vous êtes permanemment au travail. C'est ça. Alors, professeur Aboya Manassé, politologue, vous êtes un observateur aguerri, notamment. Dites-nous comment est-ce que vous avez observé, quel jugement vous faites des travaux de la session de juin au Parlement? C'est unanime, hein. Les travaux ont été denses, tant par la qualité que par la quantité des projets examinés. Il y a eu quelque chose d'extraordinaire. 11 plénières, vous avez vu les statistiques du Sénat. Et parmi ces statistiques, et parmi ces plénières-là, de manière exceptionnelle, le président de l'Assemblée nationale a présidé toutes les plénières. C'est rare de le voir aussi déployé. Il en a profité justement pour montrer sa vitalité et sa capacité à s'arrimer au contexte, qui était un contexte de l'heure,
qui interpellait les députés à prendre leurs responsabilités en main. Donc moi je pense que, de ma modeste position, j'ai pu comprendre que le député camerounais, lorsqu'il est interpellé, il sait répondre présent. Donc il s'agit de l'éprouver pour savoir de quoi il est capable. Et c'est pour cela que c'est nécessaire dans les assemblées parlementaires aujourd'hui de revoir à la hausse le temps de travail. C'est-à-dire qu'il faut donner du temps de travail aux députés pour qu'ils puissent avoir le temps d'examiner les projets de loi émanant de l'Assemblée. Parce que ce sont des projets de loi ficelés par la technocratie qui, lorsqu'ils ne sont pas bien étudiés, lorsque le député ou le sénateur ne sont pas bien informés, ils n'ont pas les outils nécessaires pour examiner ces projets de loi. Or, le temps de travail est aujourd'hui important pour les députés. Et vous le voyez un peu partout en Europe, les députés travaillent toute l'année. Toute l'année. Ils sont en plénière, ils sont à l'hémicycle. Parce qu'on ne peut pas représenter le peuple dans une oisiveté totale. Et c'est pour cela qu'au début de la première législature, la doyenne d'âge avait indiqué, avec des traits renforcés, peut mieux faire pour dénoncer une oisiveté qui était devenue la marque déposée du Parlement camerounais. Or, avec la récente session qui vient de s'achever, on a remarqué que le député est loin d'être oisif s'il y a le travail qui lui est proposé. Et ça, c'est un bon point pour le Parlement camerounais qui doit s'habituer à cette cadence-là, qui doit remettre les élus face à leurs responsabilités, représenter le peuple et rendre compte de ce qui se fait au niveau de l'hémicycle. Alors, professeur, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question qui taraude notamment les chercheurs parmi les citoyens. Cette question de projet de loi sur la table des parlementaires. Et pourtant, on parle aussi de propositions, mais pourquoi pas jusqu'ici? En réalité, nos députés jouent le rôle de voter la loi, de proposer les lois et de voter aussi les projets de loi, mais également de procéder au contrôle de l'action gouvernementale. En réalité, ce que vous observez de rareté dans les propositions de loi est dû simplement à un fait nouveau qui caractérise les régimes politiques contemporains, qu'on appelle le fait majoritaire. Donc, un député est élu pour permettre au gouvernement de faire avancer son projet de société. Et donc, une fois qu'il y a une similitude de majorité parlementaire à l'Assemblée et au gouvernement, je pense que les députés sont naturellement conscients de ce qui doivent permettre au gouvernement de réaliser son projet de société. Ils n'ont plus besoin de bloquer les perspectives gouvernementales en proposant des lois, une fois de plus. Ils attendent naturellement les projets de loi qui viennent du gouvernement pour leur faciliter la mise en œuvre du projet de société pour lequel l'exécutif aura été élu, pour lequel la confiance du peuple aura été donnée. Donc c'est ça qui fait qu'il y ait une stabilité gouvernementale dans un pays comme le Cameroun et un peu partout en Afrique. Et vous voyez pourquoi aujourd'hui un pays comme la France éprouve des difficultés à avoir une majorité stable au sein de l'Assemblée, parce que il y a une hétérogénéité des partis qui représentent des idéologies différentes. Donc on est obligé de dissoudre l'Assemblée pour tenter d'obtenir une majorité qui peut faciliter la tâche au gouvernement. Sinon, tous les projets de loi seront bloqués. Donc c'est ce qui peut expliquer qu'on a une rareté de propositions de loi, parce que le député n'éprouve plus, lorsqu'il a le même parti politique qui gouverne aussi bien l'exécutif qu'au Parlement, de bloquer ces projets de loi et lui facilite la réalisation de son projet de société. Il ne peut pas être l'opposant de son propre parti. Il est obligé d'être le facilitateur de son propre parti. La chose aurait pu être autrement si on avait un Parlement qui était constitué de majorités quasiment différentes. Là, les gouvernements ont du mal à faire passer leur projet de loi
et automatiquement, ils subissent le diktat de la majorité présente à l'Assemblée. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Partout dans le monde, les exécutifs cherchent à tout prix à avoir des majorités stables à l'Assemblée, au Parlement, pour leur permettre de faire passer leurs projets de loi et gouverner de manière sereine. Alors, le point d'orgue des travaux de cette session parlementaire du mois de juin à l'Assemblée nationale et au Sénat a été le débat d'orientation budgétaire. Comment s'est-il passé, notamment honorable Ingébert Bengono? La particularité du débat d'orientation budgétaire cette année, c'est le dépôt dans les délais des documents irrélatifs. Vous savez que depuis 2019, lorsque ce débat d'orientation budgétaire a commencé, parce qu'il est consacré par la loi de juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques, son article 11 est d'une clarté inouïe. Le gouvernement dépose au Parlement les documents, un certain nombre de documents qui sont listés à l'article 10. Et à l'appui de ces documents, le Parlement organise le débat d'orientation budgétaire. Donc c'est le Parlement qui organise. Mais la loi précise que ces documents doivent être déposés avant le 1er juillet de l'année. Ça veut dire que lorsque la session commence le 10 juin, à tout le moins, les documents doivent avoir été déposés avant que le 1er juin arrive, parce qu'on n'a que 30 jours. Et pour la première fois, sur l'insistance et les dénonciations parfois houleuses et violentes des parlementaires, on doit l'avouer, lorsqu'on voit par exemple la session du débat d'orientation budgétaire de l'année dernière, ça a été comme dans un parlement assez bouillonnant. Mais cette fois-ci, on doit reconnaître et saluer l'effort fait par le gouvernement de déposer les documents à temps. C'est un point positif. Et je crois que ça ne va plus s'arrêter en si bon chemin. Le gouvernement a également amélioré la qualité des documents. C'est-à-dire qu'ils sont plus simples, ils se présentent en documents faciles à lire, ils sont plus synthétiques, ils vont droit au but. On peut déplorer seulement une chose, c'est que il manque encore la partie qui récapitule l'ensemble des résolutions du débat antérieur et leur niveau d'exécution. Mais le gouvernement a fait la promesse que l'année prochaine, cette partie sera plus visible. On va la mettre en exergue parce que c'est celle-là qui intéresse précisément les populations et le peuple, pour savoir la contribution des parlementaires aux politiques publiques, notamment à la politique budgétaire de l'État, sur une période bien précise. Le gouvernement a également fait beaucoup de progrès dans le format. Il reste maintenant quand même, à l'Assemblée nationale notamment, d'aller plus loin encore, parce que l'idéal eût été que une grande partie de ces débats se déroulât dans les 9 commissions générales qui s'occupent des politiques sectorielles. Mais on a bien compris qu'il y a un seul budget de l'État, donc une seule politique budgétaire, laquelle est défendue de façon globale par le ministre des Finances. Nous avons la chance d'avoir un ministre des Finances assez compétent en la matière, qui connaît donc de façon transversale les autres questions de politique sectorielle et qui peut agréger tous ces éléments d'information fournis par le gouvernement lors des séances de conseil de cabinet pour expliquer les orientations de politique budgétaire. Parce qu'il n'y a pas 2 politiques budgétaires dans un pays. Et c'est lui, le ministre des Finances, qui est effectivement compétent pour venir expliquer à la représentation nationale les orientations de politique budgétaire, notamment les innovations en matière fiscale, l'approche en ce qui concerne les dépenses, les évolutions en ce qui concerne l'endettement public. Donc, le gouvernement a vraiment fait un effort considérable et nous souhaitons qu'il continue comme ça pour tous les autres documents dont le dépôt est déterminé par cette importante loi qu'est le régime financier de l'État. Et je conclus mon propos en vous disant, et à ceux qui nous regardent également, que les députés apportent une contribution substantielle à la construction de la convergence budgétaire au Cameroun. Tous les profils sont à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et
Vraiment, le vôtre notamment, vous êtes par ailleurs ancien cadre audit, contrôle et inspection au ministère des Finances. Petit aspect, je vous assure, nous avons tous les profils. Nous gagnerions effectivement à améliorer le format du débat d'orientation budgétaire pour que il fasse remonter de façon structurée, de façon bien pensée, de façon bien construite, de façon bien formulée, les besoins des populations qui, à l'état primaire, restent des besoins qui sont parfois diffus. C'est lorsqu'on les a bien structurés, lorsqu'on les a bien formulés, qu'ils peuvent maintenant trouver voie au chapitre et trouver des réponses, comme disait mon vénéré collègue, que ceux qui sont en charge d'apporter ces réponses, c'est le gouvernement, c'est-à-dire toute la machine exécutive. Nous sommes là pour remonter ces besoins, les structurer, les formuler, les proposer au gouvernement qui, avec le Parlement, construit donc les réponses en demandant à la représentation nationale de lui donner l'autorisation par voie budgétaire de prélever une partie de la richesse nationale pour financer ses besoins et satisfaire le progrès social et l'amélioration des standards sociaux. Donc, voilà globalement l'esprit qui est derrière. Donc ce n'est pas... D'ailleurs, vous savez que la loi de 2018 impose également au gouvernement de faire la même approche avec la société civile. C'est pour ça que vous voyez que dans un certain nombre de secteurs, notamment la fiscalité, les organisations de la société civile travaillent avec le MINEPAT et le MINFI pour améliorer le cadrage fiscal national. Et je crois que ça porte de